Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir, bonsoir, c'est excellent le rendez-vous de l'excellence française dans toute sa diversité sur Sud Radio comme tous les dimanches. C'est un publicitaire et un communicant de renom dont les campagnes ont marqué l'histoire de la publicité en France. Franck Tapiron, on se souvient des campagnes emblématiques comme celle de Génération Mitterrand ou comme celle en 2007 de Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, Franck, vous venez nous parler de la Défense Diaspora Force, la DDF que vous avez fondée. C'est une armée citoyenne pour défendre l'image d'Israël et des Juifs dans l'espace public et sur les réseaux sociaux. Et alors, vos fameuses anti-sèches, dont j'ai dans la main celle destinée au président de la République, on va en parler évidemment. Bien sûr. Bienvenue sur Sud Radio. Merci Judith. Il a un parcours hors du commun, de prothésiste dentaire à danseur au sein de troupes internationales comme celle de Jérôme Savary. C'est dans la photographie que Yuri Bilak a trouvé sa voie, en Ukraine, dans son pays d'origine. Yuri, vous utilisez votre art pour documenter la tragédie qui s'y déroule depuis le début de l'invasion russe. Avec Titanium, vous rendez hommage notamment aux sportifs ukrainiens blessés qui symbolisent la résilience d'un peuple marqué dans sa chair, ou quand la culture est et restera un acte de résistance. Bienvenue Yuri Bilak. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Chers auditeurs, c'est excellent, bienvenue chez vous. Bon, Franck, on va en parler un petit peu quand même. On commence par parler de ce match qui a eu lieu jeudi dernier. Ce que vous aviez tweeté, vous, c'était s'il y a un match à aller voir dans notre vie, c'est celui-là. Si la peur l'emporte, c'est le terrorisme qui gagne. Mobilisons-nous. Alors, vous avez même affrété un bus pour y aller à ce match, même plusieurs bus, 3 je crois, c'est ça 13. Oui, ça a augmenté en 3 jours. Ça a beaucoup augmenté. C'est hélas nécessaire au sein de cette France 2024, c'est pour ça que vous avez créé DDF avec un mot d'ordre, je vous cite à nouveau pour que les auditeurs sachent où on est. Éduquer, transmettre, agir. Pour remporter la guerre de la vérité, nous mobilisons et fédérons tous les talents au sein d'une armée citoyenne de défense de la diaspora. Dites-nous en plus. En fait, juste après le 7 octobre, parce que je suis né le 7 octobre, c'est un peu le cumul de mandales, et quelques temps après, je suis allé en Israël pour essayer d'aider au mieux comme je le pouvais. Et j'ai vu cette société qui avait été pourtant fracturée déjà avant le 7 octobre par la politique, et vraiment exploser ce jour-là avec ses victimes, avec ses otages, avec ses blessés, avec ses horreurs absolues, qui n'ont rien à voir, même avec un acte terroriste classique. On a vécu une monstruosité, il n'y a pas de mots encore. Et donc je me suis dit, mais comment peut-on faire pour les soutenir? Donc on a été là-bas avec un groupe, le KKL, qui est une vieille association, la plus vieille d'ailleurs, israélienne, la plus vieille association écologique au monde. D'accord. Qui date de 1901. Ah oui, c'est bien vieux. Et on a été là-bas et on s'est rendu compte finalement, on le savait, mais de la résilience absolue du peuple israélien, puisque quelques jours après, les ennemis d'hier sont redevenus amis, tout le monde travaillait ensemble, tout le monde était au soutien, pour soutenir l'armée, pour soutenir la population, soutenir les blessés, soutenir les déplacés. On oubliait qu'il y avait plus de 180 000 déplacés israéliens en Israël, c'est-à-dire que les gens de Be'eri et du Nord étaient à Tel Aviv dans les hôtels avec les femmes, les enfants, etc. Ça, bien entendu, ça a été invisibilisé comme les otages. Et en rentrant, sur le retour, je passe devant cabinet de l'armée, il y a marqué IDF, Israel Defense Force. Je me dis, mais moi je retourne en diaspora, et en diaspora on n'a pas ça. Et donc l'idée m'est venue tout de suite en me disant, je vais créer la Diaspora Defense Force. Alors, alors bien entendu une armée citoyenne, elle n'a rien de militaire. Voilà, les armes sont des armes culturelles, éducatives aussi. Et ce qu'il faut dire aussi, ce que c'est que la diaspora. Qu'est-ce que c'est la diaspora? Il faut expliquer ça à nos auditeurs. Alors la diaspora, en gros, c'est une population qui a été déplacée pour une raison en général qui est une raison de guerre, une raison de pogrom, une raison de violence, et qui a été obligé de quitter, et de se séparer, de s'éparpiller en fait à travers le monde. Voilà pourquoi on parle de diaspora juive, parce que bien entendu il y a eu la Shoah, et après la Shoah, même s'il y a eu 3 ans après... et puis avant la Shoah, il y en a eu d'autres aussi. Oui, mais je parle de plus récent, il y en a eu tellement. En fait, il faudrait passer trop de temps malheureusement pour le dire, mais pour le plus récent, c'est qu'après la Shoah, ça a renforcé encore plus cet éparpillement. Et en 48, il s'est passé le phénomène inverse, c'est que des gens qui avaient déjà commencé depuis le 19e siècle sont revenus en Israël pour recréer cet État d'Israël en 1948. Et donc la diaspora, c'est aussi une force pour Israël. Il y a une dialectique dans le peuple juif aujourd'hui. C'est pas forcément le retour absolu en Israël. Israël a besoin de la diaspora a besoin de l'Israël. Pourquoi? Parce que au moment de la Shoah, l'État refuge dans un sens et dans l'autre. Et dans l'autre. Ça ne nous a pas protégés. De toute façon, n'oublions pas de la Shoah, parce qu'il n'y avait pas Israël. S'il y avait eu Israël, ça serait peut-être passé autrement. Donc, après 48, les Juifs du monde se sont dit, on aura toujours un foyer, ce qu'on appelait le foyer national juif, dans les prémices du sionisme au 19e siècle, pour nous accueillir s'il y a un problème. Et finalement, cette dialectique s'est très bien apposée. Grâce à la Shoah, c'est terrible à dire, mais grâce à la Shoah, l'Europe s'est créée.
On oublie que l'Europe s'est créée, que l'ONU s'est créée, ça s'appelait la Société des Nations. Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites parce que vous avez j'ai dans ma main ce petit pamphlet que vous avez créé, l'un d'eux d'ailleurs parce qu'il en existe plusieurs. Celui-là, c'est Anti-Sage pour un président de la République et est clairement destiné à Monsieur Macron suite à cette déclaration comme quoi l'ONU a créé Israël. Donc vous lui expliquez pourquoi c'est une erreur absolue. Alors voilà, à la base on avait créé par l'intelligence, par la transmission. Voilà, pour toutes les personnes qui avaient besoin, on va dire, de faire des petits cours du soir ou des cours de rattrapage en histoire face à la propagande. Parce que j'ai toujours pensé, en étant communicant, que communiquer contre la propagande, ça sert à rien, sauf à faire monter la propagande. Face à la propagande, qui pourtant, on le sait, prend l'ascenseur, donc ça va très vite, la vérité prend l'escalier, c'est très lent. Mais on n'a pas le choix. Uniquement des faits historiques, culturels, avérés, prouvables, donc ils peuvent être falsifiables, mais ça dure pas longtemps, peuvent lutter à terme, dans le long terme, contre la propagande. C'est très compliqué, c'est injuste, parce qu'on entend parler de génocide. La propagande qu'on appelle la désinformation aujourd'hui. La désinformation, en fait, c'est pire que ça. Pour moi, c'est le déni même de la réalité. De l'information elle-même. Bien sûr, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui... C'est la mésinformation, alors. Mésinformation qui est propagée d'abord par des journalistes. C'est ça. Des journalistes aident la désinformation aujourd'hui à devenir une information. Donc on est dans une absence de sens absolu. C'est comme dans la Magen David, il y a deux triangles, l'un vers le haut, un vers le bas. Là, on est dans le triangle du bas. On a la tête à l'envers, tout est à l'envers. Les victimes deviennent les coupables. Les coupables deviennent les victimes, etc., etc. Et l'information, finalement, c'est la désinformation qui aide une propagande. Pourquoi ? Pour servir une idéologie. Très rapidement, Yuri, on va passer à vous après, mais la mésinformation, c'est un fléau qui concerne aussi la guerre en Ukraine, dont vous êtes photographe spécialiste, votre pays d'origine, Yuri Bilak. Je dirais même plus que c'est une action usuelle de la Russie. Donc c'est une action usuelle, en fait, c'est devenu une arme de guerre aujourd'hui. La mésinformation. Ça date pas de maintenant. Ouais. Ça date de. Ça s'appelait la propagande très longtemps. avant. Ça fait, je dirais pas un siècle, mais presque. Et se battre contre ça, c'est très très compliqué, surtout quand vous avez en face de vous un rouleau compresseur tel que la Russie, où nous, comme vous dites, quand la propagande prend l'ascenseur et la vérité l'escalier, je me suis reconnu dans vos paroles. La diaspora, moi j'ai grandi dans la diaspora, donc je comprends ce que c'est. Et je suis étonné même quand on me demande d'expliquer ce que c'est la diaspora, parce que pour moi, ayant grandi dedans, je pensais que c'était un acquis. Ouais, la propagande, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué c'est-à-dire de se battre militairement contre la Russie, mais contre un pays qui met autant de moyens, voilà, et des organes comme des fermatrolls, ce qu'on appelle à Saint-Pétersbourg, montés pour générer des fausses informations, c'est très très compliqué. Oui, parce qu'on dit qu'ils essayent d'influer globalement sur l'Europe, sur la totalité du système mondial, en fait, carrément, non ? Alors, ça, je peux pas l'affirmer à 100%, non, mais c'est ce que je ressens, moi, en tout cas. Et c'est ce qu'on ressent, nous, et c'est ce que dans la ressentent diaspora. les Ukrainiens. Oui. Aussi, bien sûr. Allez, dans cet excellent avec vous ce soir, le publicitaire fondateur de la Défense Diaspora Force, la DDF, Franck Tapiro, puis le photographe qui documente la guerre en Ukraine à travers ces individus. Et c'est très touchant, vous allez voir. Yuri Bilak, vous restez avec nous, surtout sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi on est bien avec vous. C'est excellent avec Franck Tapiro, le publicitaire qui a fondé la Défense Diaspora Force, la DDF, et puis Yuri Bilak, l'artiste photographe qui éveille les consciences sur la guerre en Ukraine. Alors Yuri Bilak, vous avez récemment réalisé 2 séries très puissantes, Titanium et Dawn. Dawn pour Oba, qui documente les effets de la guerre en Ukraine et la réalité infernale des Ukrainiens. Alors à commencer par la série Titanium qui rend hommage aux sportifs ukrainiens blessés, donc souvent en chaise ou dans des situations compliquées, dont une exposition qui a eu lieu cet été au moment des Paralympiques. Grosso modo, une ode au courage et à la résistance, mais aussi vous donner à voir, quoi. C'est important de marquer le coup pour vous. Oui, moi j'ai... ma démarche, c'est... alors, je ne suis pas du tout un photographe de guerre. Je suis plutôt photographe d'art, comme vous me l'avez dit, ou de reportage, mais ethno. Quand le Maïdan est arrivé, déjà, j'ai commencé mes photos étaient différentes. Je suis allé sur le Maïdan, j'ai fait des portraits, j'ai vécu avec les gens, comprendre pourquoi ils étaient là. Ensuite, la guerre a commencé. Et puis, je revenais avec des images de reportages purs et durs. Mais il y avait la Syrie à ce moment-là. On a parlé de l'Ukraine un tout petit peu. Et puis après, hop, on n'en parlait plus. Et j'ai eu la chance, la providence a fait que j'ai suivi un aumônier sur le front.
Et c'était la période de Pâques. Et après à la messe de Pâques, ils se sont assis derrière la table. Et là, j'ai vu la scène de Léonard de Vinci qui s'est créée devant mes yeux. J'en croyais... Je pouvais pas mieux espérer. C'est des choses que je faisais en studio avec des figurants, avec. Mais l'instantanéité, en fait, c'est pas un hasard non plus finalement. Ouais, je crois que là c'était. Voilà. Moment de grâce peut-être. Ouais, je pense. Oui, je pense ça pour un moment de grâce. J'avais même pas les conditions. J'avais une ampoule blafarde qui éclairait. J'avais pas de trépied. Et j'étais alors pour ceux qui s'y connaissent, j'étais obligé de monter la sensibilité de ma matrice et d'ouvrir un maximum l'optique, le diaphragme. Et dans ces conditions-là, c'est compliqué. Le temps de pause était long et j'ai eu une photo nette, enfin relativement nette, mais qui a donné un côté pictural. Pas de grains, pas beaucoup de grains. Si, plein de grains, mais ça donnait un côté pictural. Hein. Et ça marchait, ça matchait. Et là, je me suis dit. Waouh, j'ai quelque chose qui va faire, parce que malheureusement, c'est un peu comme dans la publicité, malheureusement, les choses se terminent trop rapidement très vite dans la radio, poubelle. c'est pareil. Une actualité chasse l'autre, une publicité chasse l'autre. Et là, en ayant un projet, allez, je vais mettre des guillemets, artistique, parce que c'est difficile de parler d'artistique lorsqu'on est sur le front. D'ailleurs, il a fallu que je fasse un travail sur moi-même. Et en parler avec les militaires et les civils que je photographiais dans ce projet qui allait devenir, qui s'appelait Projection. Excusez-moi, je fais petite digression. Allez-y. Et parce que j'allais utiliser la guerre. Et là, on est tous tombés d'accord sur le fait que ma photo allait devenir pérenne. Et j'allais pouvoir rentrer dans un musée, rentrer dans un livre. Donc vous faites de l'art activiste en fait. Parce que c'est ça, c'est comme ça que vous avez envie de définir ce que vous faites. Oui, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, clairement. Ce n'est pas pour rien que je vous ai rassemblés tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a la notion de volontaire dans la diaspora et en Ukraine, volontaire sur le terrain, où on va sauver des animaux dans un champ de bataille, on va amener de l'aide humanitaire, de l'alimentaire ou des médicaments sur des villages coupés. Oui, donc ça vous permet de ne pas être que regardant, mais d'agir aussi. Oui, de porter un projet derrière. C'est-à-dire que même par la suite, lorsque je suis arrivé sur ces autres projets, Dawn et Titanium, je ne suis pas allé pour faire ce projet-là. Alors, j'explique ce que c'est Dawn quand même. Dawn, c'est donc Dawn pour l'aube. Ça veut dire l'aube. Donc, vous capturez des portraits d'enfants qui vivent dans cette guerre, vous les photographiez, vous retranscrivez leur vécu. Alors, justement, sur cette préparation dont vous parlez, comment est-ce qu'on se prépare émotionnellement, mentalement, quand on va à la rencontre de gens et de jeunes, d'enfants qui souffrent autant? Alors moi, je rongeais mon frein. Parce que bon, la guerre a commencé en 2014, mais il y a eu un sacré coup d'accélérateur après le 24 février 2022. Et moi, j'étais devant mon poste. C'est un peu comme pendant le Maïdan, où j'étais devant mon poste, sur mon divan, et je ne supportais pas ce divan, ce laxisme, enfin cette position où j'étais non actif. Spectateur. Et c'est terrible. Il y a des choses horribles qui se passent devant vous. Mais c'est une question qui se pose souvent dans le rôle du photographe de presse, qui est sur les conflits, etc., et qui se retrouve spectateur sans parfois pouvoir intervenir ou sans se mettre à cette place-là. Donc c'est une question que vous vous êtes posée, ça. Ouais, mais je suis pas journaliste. Là, j'ai une latitude qui est quand même plus grande. C'est-à-dire que je peux apporter. Vous pouvez intervenir. Je peux intervenir. Alors pas sur la scène. Sur la chaîne que je photographie, oui, parce que dans ces deux projets, j'étais obligé de mettre en situation mes modèles. Et si je peux me permettre, ne serait-ce que porter ces gens et les donner à voir aux autres, c'est une intervention de votre part. Oui, enfin, chacun peut l'interpréter à sa manière, mais c'est vrai. J'essaie de laisser quand même les gens... Enfin, ce qui était important dans ces projets, c'est dans un premier temps, aller en Ukraine, porter un véhicule rempli d'aide humanitaire et de laisser ce véhicule et en même temps de faire ce projet. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste photographier. La cause de l'enfance, j'ai travaillé dans le monde de l'enfance en tant que comédien, dans les hôpitaux, dans les centres handicapés, et c'est quelque chose que je me suis senti utile. Et j'avais envie, pas simplement de ramener des photos, mais qu'il y ait un échange. Et c'est ce que j'ai fait en emmenant ce véhicule, en emmenant cette aide humanitaire, en allant à la rencontre de ces familles. Difficile à trouver dans un premier temps parce que je suis arrivé à Boutcha, Irpin, à Hostomel, où c'était
une boucherie totale. Ouais. Les villes étaient fermées, on ne pouvait pas rentrer. Et moi, j'attendais de trouver des enfants qui n'étaient pas là, parce qu'ils avaient fui lorsque les Russes sont partis de ces régions. Parce que je vais le rappeler que les Russes sont arrivés donc, jusqu'aux portes de Kiev, pendant un mois. Ils sont restés, un peu plus d'un mois. Et après, ils sont repartis. Et ils ont fait une retraite de cette partie nord de Kiev. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis arrivé. Mais il fallait attendre qu'il y ait ces documentations sur ces morts qui jonchaient les rues. Je suis arrivé, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à trouver des familles pour trouver des enfants. Et là, j'ai rencontré donc ces familles et on a eu un échange. Et j'ai commencé ce sujet. Alors, je vous cite qu'il est essentiel pour vous de photographier les gens au plus près de leur âme. Créer une intimité dans un contexte tel que celui-là, on imagine que c'est pas simple, ça vous prend du temps. Comment ça fonctionne ? À chaque fois, je laisse le temps au temps. C'est-à-dire que je ne suis pas... vous n'êtes pas photographe de presse. Exactement. La seule obligation que j'ai, c'est de porter après. J'ai une responsabilité de porter leur histoire. Mais je prends le temps qu'il faut. J'attends le temps qu'il faut pour trouver les gens dont j'ai besoin et de créer d'abord ce premier contact. Il se fait. J'ai besoin de leur histoire. Dans ce projet avec les enfants, vu que j'allais les mettre en situation, là où ils ont vécu, là où ils ont leur maison détruite, leur rue détruite, le terrain de sport détruit, il fallait que j'ai cette information-là. Et donc, ça passe par la communication, des fois 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée. Et ensuite, simplement, je vais les photographier. Franck Tapiro, quand on écoute Yuri Bilac, on en revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la guerre du narratif aussi, quoi. Moi, j'aime beaucoup la façon dont vous avez pris ce projet, si je pense l'avoir bien compris. En fait, vous arrivez à réhumaniser des personnes qu'on a tenté depuis le début de déshumaniser, d'invisibiliser. C'est en cela que les contextes sont assez proches entre ce qui se passe au Proche-Orient et ce qui se passe en Ukraine, où ceux qui sont les agresseurs deviennent les agressés et les offensés. Et surtout, on invisibilise les victimes. Donc déjà, réhumaniser par l'art, pour moi, c'est merveilleux. Et puis, réanimer aussi. Et animer au sens latin, au sens de l'âme. Redonner de l'âme à quelque chose qui n'en a plus pour montrer quand même qu'il y a des barbares d'un côté et des gens de l'autre. Et il ne faut pas les confondre tous les deux. C'est pas, finalement, chacun d'eux, ils l'ont bien cherché. Comme ce qu'on a dit au lendemain du 7 octobre en Israël. C'est ça qui m'intéresse. Parce que... Mais qu'est-ce que ça dit de l'humanité, ça, de prendre... La part du fort, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup évolué finalement, Franck Tapiro. Ça veut dire qu'on a un problème aujourd'hui fondamental qui existe d'abord chez les politiques et dans les populations, un problème de peur et donc de courage. Le manque de courage est la seule responsable. Est-ce que c'est pas une histoire d'intérêt aussi ? Et en Ukraine, et à Gaza, et au Liban, c'est le manque de courage. Le manque de courage, c'est, vous savez, le déni, de ne pas vouloir voir les choses. La facilité d'inverser l'inversion victimaire, etc. Et donc, finalement, d'aller vers la facilité. Le courage, c'est se casser la tête. Le courage, c'est d'aller essayer de rendre possible les choses qui sont impossibles. Le courage, c'est de, justement, fuir la fatalité. Le courage, c'est d'aller contre ce que tout le monde dit. Oh, ben, c'est une évidence. C'est ça cette table est noire, alors qu'elle est blanche. Et de finir par croire que cette table est vraiment noire. C'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, les politiques, la diplomatie, commencent à influencer les peuples, qui eux-mêmes commencent à devenir comme chez George Orwell en fameux 1984, qui a été écrit en 1948, exactement la même chose. Les cerveaux sont à l'envers et ils finissent par croire que cette paranoïa, donc cette réalité universelle, c'est la vérité, ce qui est faux. C'est excellent sur Sud Radio. On vous revient après une courte pause avec Franck Tapiro, qui est fondateur de la DDF, la Défense Diaspora Force, et Yuri Bilac, qui fait des photos coup de poing, des très belles photos de la guerre en Ukraine. Reste avec nous. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent, votre rendez-vous du dimanche aujourd'hui avec Franck Tapiro, le publicitaire qui a fondé la Diaspora Défense Force et la DDF, et Yuri Bilac, l'artiste photographe qui dévoile la violence de la guerre en Ukraine. Alors justement, pour continuer sur cet échange, messieurs, on parle de la guerre en Ukraine, on parle du Moyen-Orient. Parlons donc de l'ingérence russe dans ce conflit au Moyen-Orient. Franck, vous avez des choses à dire ? Oui, parce que, encore une fois, ça fait partie du travail de réécriture de la vraie histoire, puisque en fait on semble avoir oublié. Moi je me bats contre un phénomène, vous savez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle le révisionnisme. Mais aujourd'hui il y a du révisionnisme.
On est en train de réécrire une nouvelle histoire du sionisme. Donc le sionisme est un nouveau nazisme. Ah ça arrange tout le monde. Les anciennes victimes deviennent les nouveaux bourreaux. Comme ça, voilà une façon de... Ça se fout totalement de nos fautes, évidemment, quand on est européen. Et pour cela, il faut combattre. Et combattre aussi sur un point, c'est ce qui nous relie, le rôle de la Russie, le rôle des Russes. Alors je parle même pas du protocole des sages de Sion, qui a été écrit par la police du Tsar, et qui a encore jusqu'à aujourd'hui, depuis donc plus d'un siècle, donner l'idée, vous savez, que les juifs kidnappaient les enfants non juifs, les égorgeaient, buvaient leur sang, fabriquaient de la galette avec, etc. Aujourd'hui encore, dans tous les pays arabes, ça a été d'ailleurs republié, et d'ailleurs c'est devenu maintenant une nouvelle culture. Mais il y a pire que cela, d'un point de vue politique et géopolitique. On sait très bien la gérance des Russes un peu partout. On a vu ce qu'ils ont fait à Cuba, où ils ont transformé un jeune argentin, qui était Che Guevara, en un leader cubain. Vous demandez aujourd'hui à plein de jeunes, ils sont sûrs que Che Guevara est un Cubain. Faux, il est né en Argentine, il a monté en scooter, en mobilette, jusqu'à Cuba pour faire la révolution. Ils ont fait pareil au Moyen-Orient, l'OLP. Mais regardez, est-ce qu'en 1948, il y a eu une autodétermination du peuple palestinien? Jamais. Est-ce que quelqu'un connaissait le peuple palestinien? Jamais. Il y avait en Palestine, mandataires, des Arabes, musulmans, des Druzes, des Juifs, des chrétiens. Il n'y a aucun mouvement d'autodétermination du peuple palestinien. Et eux, ils ont trouvé l'idée. On est en pleine guerre froide. N'oublions pas, Israël donc est soutenu par les États-Unis. Et ils ont inventé d'abord la cause palestinienne et le leader de cette cause, avec l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, Yasser Arafat. Tout le monde est convaincu qu'Yasser Arafat est palestinien. Eh bien non, il est né au Caire. Et c'est un militaire égyptien, agent du KGB, qui a été instrumentalisé. Et je ne vais pas faire comme mes copains LFI en disant tout est documenté, parce que c'est l'histoire. A été instrumentalisé pour créer ce mouvement de libération de la Palestine qu'il ne connaît pas, puisqu'il n'existe pas de peuple palestinien avec une autodétermination. En 1948, n'oublions pas que la fameuse, dont parlait Emmanuel Macron, résolution, vous savez, du mois de novembre 1947, c'était quoi? C'était la séparation avec deux États, un État arabe, et non pas palestinien, et un État juif. Bon, les Juifs l'ont accepté, etc. Donc encore une fois, on doit l'OLP, on doit Yasser Arafat, on doit ce mensonge historique aux Russes. Donc vous voyez bien, on est assez proche. Et cette réécriture permanente, en fait, même du conflit ukrainien, enfin russe-ukrainien, ukrainien-russe plutôt, qu'est-ce qu'ils vous en disent les Ukrainiens? Est-ce qu'ils le vivent de plein fouet? Est-ce qu'ils sont fatigués justement de ce mensonge global et relayé par les Européens? Quelle est leur vision? Alors déjà, ils ont du mal à comprendre qu'on puisse adhérer à une propagande qui dit que l'État ukrainien est un État nazi avec un président juif comme un président juif. Donc et là maintenant, le Kremlin a compris que ça ne prend pas et il a changé l'angle d'attaque sous c'est l'OTAN qui nous attaque. C'est pour ça que la Russie se défend. Et finalement, ils ne se battent pas contre les Ukrainiens, mais ils se battent contre l'Europe et l'Amérique, l'OTAN. Donc, eux, ils ne montent pas à l'hameçon. Ils trouvent que c'est une fourberie, ce style de propagande, mais ils comprennent que l'Europe marche là-dedans. Alors, il y a un truc que dit Franck, qui le tweet, seul mais ensemble, en fait. Hein, oui, c'est notre slogan. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu ça aussi, le peuple ukrainien, finalement, c'est la résistance globale ensemble, même si ils sont tous seuls, isolés, en fait, effectivement, même s'ils sont aidés, ils sont quand même très isolés. Oui, on parlait des volontaires tout à l'heure. Il y a des volontaires à tous les niveaux. Il y a des volontaires donc, qui aident à apporter de l'aide humanitaire, mais il y a aussi tous ceux qui travaillent dans les caves et qui fabriquent des drones. Et ça, c'est la société entière qui marche là-dedans. C'est la population qui fabrique les drones. Alors maintenant, il y a des entreprises, mais au début, c'était des gens qui savaient bricoler plus que d'autres. Ils ouvraient des petites unités dans leur cave et ils créaient, je sais pas, dans la journée, une dizaine de drones. Mais il y avait plein de petites unités comme ça. Donc, à détruire, c'était plus compliqué parce que c'était pas une grande usine. Et là maintenant, je crois qu'ils ont ouvert des usines. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais je crois qu'ils produisent, ils ont produit plusieurs millions de drones. Et donc ça,
Ça fonctionne. Ceux qui n'aident pas physiquement, ils aident monétairement. Il y a une unité de drone qui s'appelle Madiar, et lui, à chaque fois qu'il fait une levée de fonds, c'est en 2 jours, il lève plusieurs milliers de dollars. Alors qu'en face, vous savez que les drones utilisés par les Russes sont fabriqués en Iran. Sur les drones iraniens. Ah là là. Tout se rejoint. Oui. Tout se rejoint. C'est curieux. Ouais. Ouais. Franck Tapiro, seul mais ensemble, touche pas à mon feuge. C'est une réponse aussi pour rassurer ceux qui veulent partir, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en vont. Absolument. Vous savez, le but, c'est de rester et de résister, quoi. On a créé Diaspora Défense Force pour montrer que les gens de diaspora veulent rester en diaspora. Et c'est un franco-israélien qui vous parle. Moi, je suis en France, je suis fier d'être français. Vous voulez rester là, quoi. Mais je veux rester là. Pourquoi ? Oui. Parce que d'abord, la France, c'est un pays qui a toujours été un pays qui a mis en avant, qui a protégé ses juifs depuis toujours. 1791, on est citoyen. Ça fait depuis l'an 1000 que les juifs sont intégrés dans la société. Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il n'y a jamais eu vraiment... Il y a eu la Shoah, quand même, entre-temps. Oui, il y a la Shoah, mais la Shoah n'est pas du fait... Attention, non, du fait des Français. Nous, on a quand même la Palme d'Or. C'est quand même la rafle du Veldiv. Oui. Donc, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que la France, vous savez, pour moi, c'est un paradoxe paradise. On est les meilleurs dans le meilleur, on est les meilleurs dans le plus mauvais. Vous êtes bon dans la formule aussi, hein, oserais-je le répéter. Mais n'empêche que ça dit bien les choses avec la France, qui est un pays maniaco-dépressif. Ouais. C'est un pays qui n'est jamais un long fleuve tranquille. Où on est totalement en haut, on est totalement en bas. Et on ne fait que avoir un moral sinusoïdal. Et ben c'est pareil pour les Juifs. Et je pense que la diaspora en France est protégée, et on fait tout pour, c'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec l'État, avec le gouvernement, pour leur montrer que nous, on veut rester. Maintenant, faut nous aider à rester. Alors sur l'inclusif justement, et le fait de partager à le plus grand nombre de personnes possible ce que vous nous dites l'un et l'autre, Yuri Bilak, vous sur l'inclusif, vous avez travaillé pour rendre vos photographies, alors ça m'a vachement intéressé, accessibles aux personnes non-voyantes avec des images en relief et des enregistrements. Comment est-ce qu'on aborde la notion de voir, de donner à voir quand on est malvoyant ? Alors déjà, il fallait moi que je comprenne comment j'allais faire ça. Parce que on remonte à... Là, vous me parlez d'un projet qui est né en 2008. Oui. Donc j'avais... C'est touchant parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas à faire voir les photos aux malvoyants. Utiliser le mot touchant pour une photo en relief, exactement. C'est pas pour rien que je l'ai utilisé. Bravo. Oui, je suis allé prendre des cours en France parce qu'il y avait déjà au Louvre, au musée d'Orsay, il y avait déjà des choses qui étaient accessibles aux non-voyants. Donc je suis allé voir ceux qui faisaient ça et j'ai pris des cours. Donc moi je comprenais déjà que oui, il fallait faire abstraction de la lumière, de l'ombre, de la couleur, mais il y a un truc que moi je n'avais pas compris du tout, c'était la perspective. Les non-voyants, ils ne comprennent pas pourquoi un objet doit diminuer avec la distance. Et je faisais mes photos, c'est une interprétation de l'image que je faisais sur ordinateur, et après donc on utilisait un système d'impression particulière. Et entre-temps, je faisais des essais-erreurs et j'apportais ça sous les doigts d'un non-voyant ukrainien qui, en Ukraine, à cette époque-là, il n'avait aucun système pour voir de l'art quand on ne pouvait pas, quoi. Oui, il n'avait que le braille. Et donc, moi, quand je lui amenais quelque chose de figuratif, dans un premier temps, il était perdu. Et d'ailleurs, les visiteurs, la première œuvre, ne la comprennent pas. Ils la comprennent après, par la suite. Et donc, il a fallu que je comprenne ça et que je m'approprie avant de pouvoir transmettre. Et à partir du moment où je suis arrivé à trouver comment faire, j'ai rajouté une bande audio, parce que juste l'image par elle-même, quand vous représentez un cercle, parce que l'image est très épurée, quand vous représentez un cercle peut être le soleil, peut être une roue de voiture, peu importe. Donc il faut qu'il y ait une personne qui vous explique ce que c'est. Et j'ai eu l'idée de prendre des voix célèbres ukrainiennes pour raconter, pour narrer ce texte que j'avais écrit. Alors déjà, le kiff, quand vous avez en face de vous la première dame d'Ukraine, ou quand vous avez le speaker de l'Assemblée nationale ukrainienne, enfin du Parlement, qui est dans le studio d'enregistrement et que je dis « Non, parle moins vite !» Là, c'est le kiff. Et ensuite, ce qui a été important et très fort pour moi, c'est que ce projet est devenu un projet social. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait dans le métro de Quai, il y avait un son qui faisait touk-touk-touk. Et ce son est tombé en panne depuis des années. Et lorsque l'exposition a commencé à prendre son ampleur, mais ça a été très rapide, parce que la première semaine, j'ai eu, je crois, 15 émissions de télévision et une vingtaine d'articles dans les journaux.
le métro de Kiev a réparé le système et de nouveau ça marchait. Et l'exposition a fait 8 villes et souvent il y avait des restaurants qui, avant que l'exposition arrive dans la ville, faisaient une carte en braille. Bravo. Sur Sud Radio, la radio du Parlons Vrai, vous êtes au bon endroit. On est avec Franck Tapiro, fondateur de la Diaspora Defense Force, la DDF, et Yuri Bilak, le photographe qui résiste à l'invasion russe et en Ukraine avec ces images. Vous restez avec nous, c'est la fin de l'émission bientôt, mais surtout, on est encore là pour quelques dizaines de minutes, alors restez là. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française, on va y arriver, et de ses personnalités multiples. Ce soir, pour encore un quart d'heure, je suis en compagnie de Franck Tapiro, fondateur de Diaspora Defense Force, la DDF, et Yuri Bilak, le photographe qui documente la guerre en Ukraine à travers ces individus. Alors Franck Tapiro, justement, hors antenne, je vous disais qu'il y a un truc qui me marque, moi, c'est que quand on devient américain, par exemple, qu'on veut la carte verte, on a un stage pour apprendre à parler la langue, et on doit connaître l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire que si on répond par la négative à trop de questions, on n'a pas la carte verte. C'est la même chose en Israël, d'ailleurs. On peut prendre ça comme exemple. Ils ont un ulpan, c'est-à-dire des cours dans l'hébreu, pareil, des cours sur l'histoire du pays, afin de pouvoir, au moment où ils entrent dans la société elle-même, pouvoir mieux s'adapter, en fait, tout simplement, à la manière de vivre du pays. Et alors, en France, ça n'existe pas. Alors, en France et en Europe, ça n'existe pas. Comment ça se fait, ça ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'identité, vous savez, il y a deux pans dans l'identité. La nationalité. La nationalité, franchement, n'importe qui aujourd'hui peut devenir français. Il suffit de naître ici, vous avez votre passeport, votre carte d'identité sans effort. Et je rappelle toujours à toutes fins utiles que Mohamed Merah, les frères Kouachi, tous ces grands terroristes avaient la carte d'identité française. Et de l'autre côté, il y a une autre forme plus importante, c'est la citoyenneté et l'engagement citoyen. Pour ça, il n'y a pas de carte encore. Pas de formation à la laïcité. Alors que ce qui fait de nous des Français aujourd'hui, on oublie que depuis 1789, on n'est plus Français. On est des citoyens français. Les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme et du citoyen. Ça a été fait il y a bien longtemps, mais on l'a oublié. Et c'est quoi être citoyen ? C'est quoi ? C'est l'engagement pour le bien commun. En plus, on a un bien commun qu'on est les seuls à partager au monde, c'est la laïcité. Le bien commun, c'est les droits, c'est les devoirs, c'est une valeur fondamentale. Et c'est l'action citoyenne. Et si je vous demande aujourd'hui à tous les deux qui avaient fait, vous avez fait la démonstration, énormément d'actions citoyennes. D'abord, vous avez voté, sûrement fait des dons, et travaillé pour des associations humanitaires. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui me le prouver en 2 secondes ? Non. Il n'y a rien pour consigner, collecter, certifier et valoriser l'action citoyenne. C'est ce que je vais lancer dans quelques petites semaines. C'est une start-up qui va justement créer le premier CV citoyen qui va être validé par la technologie, qui va vous permettre à vous... Ça doit être validé par l'État aussi, j'ai envie de dire. Vous allez voir, l'idée c'est d'en faire un label et que chacun ait ce petit CV citoyen pour pouvoir d'abord être fier de ce qu'on fait. Quand on est bénévole, on est bénévole dans son coin. Alors là, vous parlez des citoyens français. Moi, ça marche dans le monde entier. Ce que je vous raconte, c'est la personne qui décide de résider en France, qui vient d'Italie ou du fin fond d'Afrique, c'est pas le problème, qui arrive sur le sol français et qui doit avoir un minimum de connaissances pour avoir la carte de séjour, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Quand on va dans un pays étranger, quand on va aux États-Unis, quand on va en Israël, il faut parler la langue, il faut connaître la culture. Comment ça se fait qu'on fait pas ça ici ? C'est ça le défaut. Voilà pourquoi aujourd'hui l'engagement citoyen, pour moi, est la seule parade par rapport à la société de violence dans laquelle nous vivons depuis 20 ans dans le monde entier. La seule parade à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, en Israël, aux États-Unis, en Europe, c'est de revenir sur le fondamental de l'action citoyenne et de l'engagement citoyen. Si vous voulez éviter que les jeunes croient à toutes ces thèses épouvantables, complotistes, islamistes, islamo-gauchistes, etc., remettez-les d'aplomb sur la citoyenneté, sur ce que c'est que la transmission de nos valeurs, le partage de nos valeurs. Et la laïcité aussi. Et la laïcité, dont on est les seuls, non seulement on est les inventeurs, et les seuls à la partager. À la pratiquer donc aussi. Ça fait pas mal de bien commun. Et bien pourtant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand certains parents ne sont pas d'accord avec notre histoire, ils ne la transmettent pas. Voilà d'où vient le problème. Alors que si on obligé, mais pourquoi ? Parce qu'à un moment on peut pas donner la. Il y a certains aussi professeurs qui n'osent plus enseigner l'histoire. On le sait. La Shoah, faut le dire tout doucement à l'antenne, ça pourrait choquer certaines personnes de l'entendre. Donc tant que des professeurs qui sont là pour transmettre le savoir, tant que l'État français se laisse soumettre, dominer finalement par des gens qui choisissent ce que veut dire être français, alors vous mettez la laïcité de côté, le voile qui n'est rien islamique, on va quand même le mettre dedans, et puis ils commencent à choisir. Non. On dit que la nation est une et indivisible. Notre histoire est une et indivisible. C'est ça, pour moi, l'engagement pour la citoyenneté. C'est ça, la laïcité. Alors, sur cette transmission, Yuri Bilak, on a parlé tout à l'heure de la réaction des Ukrainiens face à vos œuvres et sur ce que vous leur proposez. Parlons un peu du public français. Comment est-ce que c'est accueilli ici ? Qu'est-ce que vous avez comme retour sur votre travail ?
en général? J'ai beaucoup de remerciements. D'accord. De français? De français. Okay. Parce que j'essaye autant que possible que lorsque je fais une exposition, qu'il y ait une conférence. Parce qu'il y a quand même besoin d'une explication de texte. Et souvent, les gens me disent qu'ils ont... parce que mes photos, elles parlent... je me mets à la hauteur d'hommes, de femmes et d'enfants. Et je sors ces gens des statistiques. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites. Vous sortez les gens des statistiques. J'essaye de donner une image, de donner une âme au pourcentage. À ces chiffres. On entend à la télévision qu'il y a eu tant de morts, tant de blessés. On ne sait pas ce que c'est un blessé. Qu'est-ce que c'est un enfant blessé? C'est un enfant qui est amputé, un enfant qui toute sa vie va traîner ses stigmates. Donc il y a à partir de ce moment-là où on nie par manque d'information cet état à cette personne-là, il y a une partie de l'information qui ne passe pas. Et lorsque j'amène, lors de mes conférences, cette information-là, ou par l'intermédiaire de mes photos, les gens reprennent contact avec cette réalité et ils s'identifient à ces personnes, à ce blessé, à ces enfants, cet enfant qui pourrait être leur enfant. Et parce qu'ils vivaient de façon tout à fait européenne avant l'invasion russe. Ils étaient tournés vers l'Europe, ils attendaient qu'une chose, c'est d'être raccrochés à cette Europe, et puis d'un seul coup, paf, ça s'est brisé, et voilà. Et leurs problèmes viennent de là, puisque Poutine a beau dire, c'est vrai que pendant 10 ans, 12 ans, il disait attention à l'OTAN, vous ne touchez pas l'Ukraine, vous ne touchez pas l'Ukraine. Ça, c'est vrai, il l'a dit. Mais c'est pas pour autant, ça ne va pas justifier ce qu'il fait. C'est qu'à un moment, il y a encore des phases politiques, des phases diplomatiques, géopolitiques, mais lui, il a été à la guerre tout de suite, pour s'imposer, parce que c'est le nouveau tsar. Vous savez, Poutine, il faut voir son histoire. La seule chose qu'il veut aujourd'hui, c'est la Grande Russie. C'est la Grande Russie. Et pour lui, la Grande Russie, c'est l'Ukraine. Donc, dans le pire des cas, pour lui, il récupère le Donbass et la Crimée. J'ai bien dans le pire des cas, s'il pouvait tout récupérer, ce serait très bien. Donc, il faut se mettre dans sa psychologie pour comprendre. Et c'est ça que depuis le démarrage... Pas simple de se mettre dans la psychologie de Poutine, si je peux me permettre. Vous savez que je ne suis pas le seul à être né le 7 octobre. Là aussi, c'est une autre coïncidence. Poutine est né le 7 octobre aussi. C'est assez curieux. Il faut se mettre dans sa psychologie parce que sinon, encore une fois, c'est bien de lui opposer de la violence, c'est bien de lui opposer aussi une guerre, mais c'est aussi bien de lui opposer une forme de négociation dans laquelle il ne pourra pas être totalement perdant. Messieurs, on ne va pas tarder à se quitter. J'ai encore 2-3 petites questions. La première, c'est qu'est-ce que ça serait votre souhait si vous aviez un souhait, un petit génie, là, Yuri Bilak, qui apparaît tout d'un coup? C'est quoi votre souhait tout de suite, que l'Ukraine gagne à la guerre. Il ne peut pas y avoir de paix sans que l'Ukraine ait pas le sentiment, mais qu'il y ait le fait que d'une victoire. Parce que sinon, ça va être un bouton pause. On voit ce qui s'est passé. Ça recommencera après, quoi. Ça recommencera après. C'est-à-dire que l'Ukraine s'est fait envahir, agressée par un pays qui était signataire du mémorandum de Budapest, qui devait... La Russie devait garantir les frontières internationales, enfin les frontières tout simplement de l'Ukraine. Et elle renie tout cela maintenant. Donc un accord, les Ukrainiens savent qu'un accord avec la Russie, il ne tiendra pas. On voit l'accord qu'il y a eu sur le grain, l'export de grain. Ils ont signé, 2 jours après, ils bombardaient les silos à Odessa. Bon, donc on a compris que votre souhait, c'est que l'Ukraine gagne la guerre. Voilà, donc c'est un gros dans souhait. L'intégralité, quoi. C'est un gros souhait. C'est-à-dire qu'elle récupère son Donbass, sa Crimée, etc. Oui, sinon ça sera pas pérenne. Franck Tapiro, mon rêve, c'est que le Moyen-Orient gagne la paix. Ah, c'est beau. Et ça peut se faire d'une seule façon. Ouais. Si demain, une jeune femme israélienne et une jeune femme palestinienne sont d'abord amies, parce que c'est la seule condition de la paix, parce que je ne crois vraiment, et c'est pas des mots, ça fait des mois que je travaille là-dessus, des mois, j'en ai même fait des conférences, je ne crois pas possible la paix entre hommes dans cette région du monde, pour plein de raisons culturelles, religieuses, l'environnement, au niveau de l'état d'esprit, c'est impossible. En revanche, 2 femmes, on va dire la petite fille de Golda Meir, avec la petite fille d'une grande dame palestinienne, que vous avez en tête déjà? Pardon? Vous savez qui? Quelques idées, mais pas encore, vraiment, mais c'est un vœu, mais un vœu qui devienne chef d'un gouvernement. Oui, hypothétique pour l'instant. C'est un rêve qu'il faut construire. En gros, ce rêve-là, c'est pas juste des paroles en l'air. Moi, je suis convaincu que c'est la seule condition. Pourquoi? Justement, culturellement. Parce que ce peuple qui devient de plus en plus radical musulman, avec un peuple qui devient aussi le plus radical juif, si 2 femmes, et on sait le problème avec les femmes dans chacune des 2 religions,
il y a une gêne. Si ces deux femmes, justement, sont en amitié, qu'on peut arriver à une paix, et bien à ce moment-là, on pourra vraiment penser à une paix qui se généralisera dans la région. Et ce que je disais d'ailleurs par rapport à votre travail, qui est admirable, parce que je l'ai vu à la pause, des photos sublimes, et j'espère, et ça va vraiment pour vous, qu'au lieu de construire des monuments aux morts, on construira, comme des monuments aux vivants. À la vie. Eh bien, ce sera le mot de la fin. C'était excellent. Franck Tapiro, Yuri Bilac, merci à tous les deux pour cette très belle émission. Franck Tapiro, Diaspora Force, Défense Force, c'est ddfforce au pluriel.org. Oui. Il y a toutes les infos dessus. Absolument. Et puis Yuri Bilac, si on veut découvrir votre travail, c'est Yuri avec un Y, Bilac avec un K, et c'est .com. Merci à tous d'avoir été là au rendez-vous, comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Merci à Daisy qui réalise pour vous aujourd'hui. Vous pouvez tout retrouver évidemment sur sudradio.fr, vous le savez, les réseaux sociaux et tout le tintouin. Je vous embrasse et je vous vois samedi à 13h30 pour Destin de Femme. Bye.